Bonjour, nous accueillons ce nouvel épisode une présidente d'association. Elle a voyagé dans plus de 80 pays. Ses combats, l'éducation, la préservation du patrimoine et de la culture. Elle est membre de la Société des explorateurs français. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Lara Scarlett-Gervais. Bonjour Mickaël. Merci d'accepter notre invitation sur Col Roulé le podcast. On va s'intéresser, si tu acceptes, à ton parcours. On va revenir un petit peu au début de ton histoire. Comment Lara Scarlett-Gervais, elle a eu l'envie de s'engager, de créer une association, de s'engager pour la culture. Tu as voyagé énormément dans le monde entier. Donc on va revenir un peu sur ce parcours, si tu es d'accord. Donc, au tout début... tu as grandi... Voilà, je suis née en Charente, à Saint-Michel, dans une famille qui vient de deux milieux assez différents. Donc ça a été déjà la rencontre des mondes depuis toute petite entre ces deux familles, où j'ai grandi aussi beaucoup dans la campagne, du côté de la famille de mon papa. Donc plutôt un peu comme Mowgli dans la jungle, avec beaucoup de liberté. Ah, c'est bien. Dans les forêts, avec mes cousins, mon frère aussi. J'ai fait donc mes études à Angoulême, j'ai passé mon bac là-bas et après je suis partie à Paris grâce à mes grands-parents qui m'ont hébergée à Paris. Donc tu avais quel âge arrivé à Paris? J'avais, après le bac, 18 ans. Voilà. Donc grandi dans la nature un petit peu. Tu avais déjà cet amour de la nature? Oui, de la terre. De la terre. De la terre. Donc, et j'ai compris que souvent, sur notre chemin, pour moi, la vérité vient du terrain, en fait. Et l'engagement aussi, ce qu'on oublie peut-être un peu trop souvent aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. C'est vrai, donc un Mowgli, un enfant de la jungle, un enfant de... Pas encore. De la liberté. De la surtout. liberté, c'est bien, super. Donc tu arrives à Paris, donc à peine majeur. C'est ça, exactement. Au début, je me retrouve à vouloir faire un IUT Tech Deco. Je suis à Saint-Denis, c'est les émeutes en banlieue. J'ai fait un bac scientifique, donc je suis plutôt au début dans les... Voilà, évidemment, c'est assez simple pour moi en arrivant là-bas. Et là, je me rends compte que c'est un peu aussi des problèmes. Je suis confrontée à un autre monde, c'est-à-dire, moi, j'arrive de ma province. Là, je me retrouve à Saint-Denis pendant l'année des émeutes en banlieue. Après ça, donc, je décide de partir faire des petits boulots en Suisse, un peu du jour au lendemain, où j'envoie des CV où je raconte que j'ai déjà été serveuse, j'ai fait la plonge qui était complètement faux. Mais ça marche. Mais ça marche. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est important. Je trouve qu'aujourd'hui... on ment pas assez sur son CV aujourd'hui. non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que ces petits boulots, d'être serveuse, d'avoir été à la plonge, d'avoir fait le ménage, en fait, c'est des choses importantes. Après, déjà par rapport à l'humidité. Donc finalement, tu l'as fait. Donc finalement, je l'ai fait. Ah, ok, d'accord. Et puis, oui, je pense que c'est une étape qui est assez importante dans un parcours. Et aujourd'hui, qui est peut-être un peu négligée, je pense. Un peu de se confronter à d'autres réalités. Sortir de sa zone de confort. C'est important. Donc j'ai toujours eu cette envie de toujours découvrir d'autres mondes, mais pas forcément au début à l'autre bout de la planète, parce qu'on voyage aussi en bas de chez soi et au bout de la rue. Le voyage, c'est une façon d'aborder sa vie, en fait. Donc, ça, je l'ai compris aussi. De repousser ses limites aussi. Et d'aller vers des mondes différents. En fait, pour moi, c'est la rencontre des mondes, en fait. Et donc la Suisse était si différent que de Paris, ouais? Ah bah oui, c'était parce que je suis arrivée dans le Jura. Donc perdue dans un village qui s'appelle Kourou, où il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Ah oui. Donc, le soir, c'est compliqué de sortir. Ah oui, non, c'était un autre monde aussi. Donc ça, tu vas rester combien de temps là-bas? Après, c'était l'histoire de quelques mois. Et puis, après, j'ai repris... j'ai fait donc plein de petits boulots. Là, je me suis dit, je vais peut-être quand même reprendre mes études. Je suis rentrée à Paris Panthéon-Sorbonne, en histoire de l'art. J'ai préparé mon concours pour entrer à l'école du Louvre. Que j'ai obtenu du premier coup. Et donc, j'étais en double cursus. L'école du Louvre qui est
c'est pas évident. C'est quand même une certaine. En France, l'école du Louvre, c'est un certain standing et un certain standard où on entre pas comme ça. Bah, il y a un concours de culture générale qui, c'est vrai, hein, C'est élevé quand même en France, non? Non, ça bah, moi va? après, je vais Pour pas. toi, c'est allé. Voilà, Mais il y a une pour, sélection. Il y a une il y a une sélection sélection, oui, oui, qui est assez stricte quand il y a même. une sélection qui se fait avec. Il y a énormément de candidats. Et donc, c'est comme ça que je suis repartie dans une voie classique. Mais je pense que voilà, pour moi, c'est déjà important de le baliser parce que souvent, parce qu'avec l'association, évidemment, j'ai beaucoup de jeunes en stage, donc ont différents parcours. Et en fait, bah, les parcours où on ouvre plusieurs voies au début sont souvent assez riches et on apprend de toutes les expériences. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus à l'école du Louvre ou durant ces études? Alors, ce qui m'a marqué, c'est que ça m'a permis en fait d'avoir un œil. Après, dans mes voyages, je me suis rendu compte en fait de l'importance de ces études qui, enfin, c'était vraiment on balaye, on va dire, les civilisations un peu de la planète. Donc, ce qui me dérangeait, c'est qu'on rentrait pas assez en fait dans. Pour moi, une œuvre, elle est vraiment elle arrive, c'est tout un contexte en fait. Et la décontextualiser de temps en temps, c'était quelque chose qui me dérangeait. Mais on peut évidemment pas tout approfondir à fond. Et donc il y avait des choix aussi à faire. Donc on est plus dans un, pour moi à l'époque donc où j'étais étudiante, et ça a peut-être changé aussi aujourd'hui, c'était plutôt comme un catalogue d'œuvres. Et par contre, après, dans mes voyages, ça m'a vraiment donné une connaissance, évidemment pas approfondie d'une région, mais qui me permettait de relier en fait aussi certaines civilisations entre elles, certains courants, ouais, certaines iconographies que j'ai retrouvées au Mexique et en Chine, par exemple. Donc voilà, un peu mes souvenirs, et puis évidemment d'être au Louvre, au cœur du Louvre, c'est juste un Magnifique. endroit Donc combien d'années ces études? à peu près, alors voilà, à peu près 2 ans et demi, parce que en fait, lors de mes études, et je pense que c'est important de l'expliquer voilà, pour comprendre mon engagement après. En fait, suite à une agression à Paris lorsque je suis étudiante, je pars faire ensuite mon premier voyage. Donc, c'était vraiment la déconstruction par la mauvaise rencontre humaine. C'était le déclic? Ouais, ça a été le déclic de ce premier voyage, la fuite aussi de l'Occident, de la société de consommation. En plus, une agression en plein cœur de Paris. Dans quoi, dans les transports ou dans quelqu'un que tu connaissais ou pas du tout? Pas du tout, voilà, plutôt en sortie de boîte de nuit. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passerait autrement par rapport à tout ce qui s'est passé suite. Parce que voilà, moi, j'ai porté plainte et tout à l'époque, mais à l'époque, bon. C'était pas courant. Non, et puis c'est des sujets qu'on mettait vite sous le tapis. C'est vrai que la parole des femmes, c'était en 2010, n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sujet serait traité peut-être un peu autrement par rapport à notre justice. En tout cas, je l'espère. Mais bon, après, voilà, aujourd'hui, c'est arrivé. Je suis partie, donc mon premier voyage s'est fait donc, entre Moscou et Istanbul en passant par Hong Kong. Donc là, j'avais besoin aussi de me confronter, pour le coup, de repousser mes limites, même aussi de vivre quelque chose d'intense. Donc, j'ai pris le transsibérien, j'ai dormi voilà, dans des gares en Sibérie, j'ai passé la frontière, je me suis retrouvée en Mongolie, je suis partie en stop avec les nomades à faire la chasse à la marmotte en Mongolie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'avait promis d'aller à l'exposition universelle d'Hanovre. Enfant, il n'a pas tenu sa promesse. Et donc, j'avais commencé à faire ma liste de rêves d'enfant, qui commençait par j'irai, j'irai seule à une exposition universelle un jour. Donc, tu as tenu ta promesse. Et donc, j'ai repris cette liste où je voulais prendre le transsibérien. Mon prénom, en fait, c'est mes prénoms Lara et Scarlett. Donc, ça, c'est un cadeau de mon papa par rapport au film donc, du docteur Givago et d'Autant n'emporte le vent. Et donc, je voulais absolument prendre le transsibérien. Je voulais voir le lac Baïkal par rapport à ma lecture de Michel Strogoff. Je voulais trouver mon baobab en référence au Petit Prince. Je voulais dormir sur la muraille de Chine. Je voulais rentrer dans une pyramide. Enfin, tout ce qu'on... Une artiste incompris. Voilà, toute cette liste de rêves, ça a été en fait, mon fil rouge quand je suis partie. Donc ça a été cette déconstruction suite à cette agression, et puis après cette liste de rêves d'enfants qui me fait avancer. Voilà, c'était le Paris de l'Orient aussi.
Donc en fait, quand je pars de Moscou, mon objectif, c'est d'aller à l'exposition universelle de Shanghai. Et donc, je vais dormir sur la muraille de Chine. Bon, ça, c'est toute une aventure. On peut dormir Et sur la puis, muraille de Chine. c'est interdit. Ah, voilà. Toujours, il y a quelque chose. Mais bon, les interdits et moi, ça fait deux. Voilà. Donc, tu as pu risquer quand même un pays communiste. Non, c'est pas les mêmes sanctions? Non, mais après, en fait, il y a beaucoup de choses où, je veux dire, dormir sur la muraille, bon, je prépare pas un attentat. Seul, accompagné? Donc, alors à l'époque, là pour le coup, j'ai une amie qui m'a rejoint pendant 15 jours en Chine et donc qui n'avait pas du tout l'habitude de voyager en fait, qui était plutôt dans les hôtels. Ah, donc tu l'as sorti de sa zone de confort. Voilà, et là j'ai dit on part et en plus on est parti dans les transports en commun. Il a fallu trouver une portion qui était interdite aux touristes parce qu'évidemment les portions qui étaient accessibles aux touristes, on ne pouvait pas rester dormir sur la Bien muraille sûr. de Chine, c'était compliqué. Donc voilà, c'était toute une aventure. On n'arrivait pas à comprendre vraiment parce que les gens ne parlaient pas anglais. Donc on s'est retrouvés à passer une nuit où on a dormi à même le sol devant une banque dans une ville au nord de Pékin. Enfin, Ah oui. donc ça a été l'aventure. Donc, très peu de moyens pour voyager aussi. Oui, ça, mais ça aussi c'est quelque chose, je me suis rendu compte que moins on a de moyens et puis plus le voyage est intense parce qu'on est obligé d'être, on est connecté. En fait, il n'y a pas cette facilité. Oui, Quand c'est c'est sûr. facile, on se replie sur soi, on va à l'hôtel quand on est fatigué, on se met dans sa bulle. Alors que là, l'idée, c'était vraiment de pousser ses limites et puis d'aller le plus loin possible aussi de ce côté-là. Donc, t'as choqué la copine aussi. Exactement, mais ça Voilà. a été Elle s'est remise, pour elle une aventure bien sûr. Donc, importante. le premier gros voyage, c'est la Chine? C'est entre, pour moi, en fait, ce voyage entre Moscou et Istanbul en passant par Hong Kong a C'est pas qu'un seul duré pays. 6 mois. Et elle a voyagé avec moi sur une période de 10 jours, en fait. Donc après, j'étais seule. Ah oui. Et donc, Et, la solitude, le côté solitaire, c'est quelque chose que depuis enfant ou. Alors c'est vrai que j'ai besoin de mes moments de solitude, mais après, en fait, quand on voyage seul, on n'est jamais seul. Oui, C'est ça voilà. la clé. C'est quand on voyage à deux, on est plus seul que quand on voyage seul. Parce qu'en fait, on va aller vers l'autre, on va aller vers la rencontre, on va être curieux, on va pas être dans sa zone. C'est aussi une zone de confort, en fait, de partir avec quelqu'un. Bien sûr. Donc il y a, vraiment, je m'adapte à toutes les situations, je pense. Et tu recherchais quoi dans ces voyages? Qu'est-ce que tu allais rechercher? Là, j'avais, je pense, besoin déjà d'occuper mon cerveau tout le temps. Suite à cette agression, ça, je pense que ça a été aussi une façon, en fait, je savais jamais où j'allais dormir, je savais pas où j'allais aller le lendemain, rien n'était préparé. Quand je suis arrivée à Shanghai, comme c'était mon objectif au début, en fait, quand je pars de Moscou, bon, j'ai Shanghai en tête, mais après, ça s'arrête là. Et pour moi, je pensais que j'allais rentrer et reprendre mes cours à l'école de Louvre, ce que je ne ferai pas, en fait, parce que je pars 6 mois. Et là, je me rends compte que je suis pas prête à rentrer aussi. Donc j'ai besoin de continuer de voyager. Et donc, tu as un pied-à-terre à Paris. Comment tu gères, même financièrement? Parce que c'est quand même des voyages. Alors Tu après, travailles pas, et justement, c'est grâce à mes grands-parents voilà, qui ont été ouvriers toute leur vie et tout, et qui n'ont pas pu faire d'études voilà, à leur époque. Et donc mon grand-père, quand j'ai eu mon concours à l'école du Louvre, on est en 2010, et donc je suis hébergée par mes grands-parents, et donc je vis avec mes Donc, grands-parents. t'as pas au moins le coût du loyer. C'est ça. Et tu peux. Et comment se financent ces voyages? Alors, pour être honnête, mon voyage entre Moscou et Istanbul, qui a duré 6 mois, m'a coûté 2 000 €, tout compris, c'est-à-dire mes billets d'avion. Et les plus gros postes de dépenses que j'ai eus sont mes visas, parce que c'est des pays où à chaque fois, ouais, après je suis rentrée par Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, Géorgie et Turquie. Et donc il a fallu que je paye des visas déjà pour la Russie, la Mongolie, la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. Wow. Et sur place, tu travaillais parfois ou tu. Non, 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 je bougeais vraiment, j'ai bougé tout le temps. Je restais quelques jours au plus dans un endroit. Mais après, je voyageais en stop, vraiment dans les transports en commun low cost. Je me suis retrouvée, j'avais pris le train en Chine, voilà, dans la classe
la plus basse. Donc, c'était, je mangeais pour 1 € dans la rue. Donc, j'ai pu faire des journées où je pense que j'ai dépensé 2 à 3 € même pour dormir à l'époque. Donc là, on est en 2010. D'accord. Et donc, tu es en 2010. À quel moment la simple envie d'oublier, d'occuper ton cerveau, tu la transformes en un projet un peu d'exploration et de vouloir préserver, témoigner sur l'histoire culturelle, du patrimoine. À quel moment tu transformes ça en un combat de ta vie ou du moins des engagements qui sont plus professionnels ou associatifs? Alors, ça demandera quelques années. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, je rentre en France en décembre 2010. Là, j'ai une dérogation pour reprendre mes cours à l'école du Louvre. Et j'arrive en cours et là, je me rends compte que je préfère être dans le monde que sur un banc. J'ai vécu tellement de choses et puis quand on voyage, c'est tous nos sens qui sont mis en fait en éveil. Donc on apprend, ça décuple en fait nos capacités d'absorption de la connaissance, tout ça. Donc, et puis j'ai eu goûté à cette liberté parce que je dépendais de personne. J'ai pas voyagé pour exister en fait. J'ai voyagé pour me trouver au début. Ce qui est aussi différent après, suivant l'engagement qu'on peut avoir, qui est lié aussi de temps en temps à des déplacements. Et donc, je deviens intermittente du spectacle. Je deviens assistante d'une directrice de casting. Et là, en fait, donc, tu peux avoir des journées où je vais voir 50, 60 personnes. Donc, ça me forme aussi. En fait, plus on brasse d'âme et plus on arrive à comprendre vite aussi, à voir rapidement comment l'autre se positionne. Donc, je pense que ça m'a énormément aidée dans la suite de mes voyages. Ça a fait partie un peu aussi de ma formation. Et donc là, ça me permet d'avoir un peu d'argent et d'avoir du temps pour continuer mes voyages. Donc tu es toujours chez tes grands-parents à ce moment-là. Exactement. Et en plus, à ce moment-là, comme en réalité, j'ai du mal à revenir vivre à Paris, je pars habiter chez une de mes tantes du côté de Cannes, en fait. Donc c'est aussi la rencontre d'un autre monde. Le soleil. Oui, puis d'autres problématiques. Ah oui. Et puis peut-être aussi, oui, avec un milieu où pour certaines personnes, c'est plus facile peut-être d'entreprendre des projets et où de temps en temps, on se dit, mais si j'avais tous ces moyens, moi, je ferais 15 000 trucs. Ah voilà, donc, le matériel. Et puis, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand à cette période-là, donc, j'avais rencontré un photographe qui m'avait parlé de Mossoul. À l'époque, Mossoul, on est en 2011, personne n'en parle. Et sur ma liste de rêves d'enfant, je voulais faire l'ascension du mont Ararat. Donc, je suis en train de réfléchir à un voyage où je me renseigne, je prends des contacts pour voir comment je peux faire cette ascension et comment ensuite je peux passer les frontières pour aller à Mossoul. Parce que dans mes voyages, ce qui m'intéresse, ce premier en fait, voyage, ce que j'ai aimé, c'était je me suis laissée guider par les gens après. En fait, mon chemin du retour, il se fait parce que je rencontre une personne qui me parle du Kazakhstan, l'autre d'Ouzbékistan, et puis qui a ma liste de rêves, et puis que j'en rajoute, et puis je me dis, je veux voir la mer d'Aral. Et donc là, j'ai un peu cette envie aussi de continuer à cocher ma liste de rêves et en même temps de me laisser quand même guider aussi par les gens qui sont sur mon chemin. Et puis là, ce qui se passe, c'est que je fais un rêve. Alors, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, pas que dans ma liste. Et donc là, je fais un rêve où voilà, je vole dans mon rêve et je tombe comme dans une espèce de chamallow. Et quand je sors de ce cocon, il y a un panneau, il y a écrit Sarajevo. Et donc là, je vais voir ma tante et elle était au courant du voyage que je voulais préparer. Je lui dis, en fait, je vais pas partir faire l'ascension du mont Ararat parce que je vais aller à Sarajevo parce que j'ai fait ce rêve-là. Ah, elle me regarde, elle me dit, bon, pourquoi pas. L'ovni de la famille. Et donc, pareil, ce qui m'intéresse, c'est pas c'est pas Sarajevo en soi, c'est-à-dire c'est le chemin. Donc là, je décide d'atterrir à Zagreb. À l'époque, j'ai une amie qui me demande elle me dit, écoute, j'aimerais bien voyager avec toi, tout ça. Et là, je lui ai dit, écoute, je lui raconte mon rêve. Et je lui dis, l'objectif, c'est ça, mais c'est-à-dire que c'est mon voyage. Donc, je ne ferai pas de concession. Je veux bien que tu voyages avec moi, mais tu me suis. Ah oui. Et donc, mais le cadre était posé. En fait, l'importance, toujours au début, c'est de poser un cadre. Et donc, ça a été un très, très beau voyage qu'on a fait ensemble, tout en stop, dans les Balkans.
Donc on avait... Donc 2 femmes. Oui. Encore. Et alors, si on revient juste un tout petit peu en arrière, tu as quitté Paris parce que il y avait de l'insécurité, tu as été victime d'une agression, c'était le déclic. Oui. Mais tu pars seule, bien souvent, dans des pays où la place de la femme n'est pas forcément, on va dire, la meilleure ou la plus safe, mais paradoxalement, tu te sens plus en sécurité en voyage seul que quand tu es à Paris entouré d'autres personnes. Je dirais pas ça aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai compris que la peur, en fait, c'est la peur qui fait qu'on devient une proie. Et mes voyages m'ont fait comprendre que aujourd'hui, j'ai plus peur de pas grand-chose. Je veux pas être non plus... voilà, j'ai eu des moments compliqués parce qu'après, comme on verra, j'ai été dans des zones de plus en plus complexes et pendant voilà, des conflits, tout ça. Et mon engagement, en fait, né en Syrie en 2016. Donc là, on est en pleine guerre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va petit à petit, en fait, c'est un état de chaos que je pense que, voilà, qui était intérieur, qu'après j'ai transposé. Et cet engagement, en fait, bah, c'est le fait, c'est de donner aussi, en fait, c'est d'aller plus loin, de me dépasser, de me transcender par rapport à ce projet sur l'éducation, le patrimoine. Et donc ta volonté de t'engager sur ces enjeux sociaux, c'est quoi? C'est après la Syrie? Est-ce qu'il y a un voyage particulier Oui. qui t'a fait déclencher la transformation de Lara Scarlett en entrepreneur social quelque part? Alors ça a été, donc voilà, c'est-à-dire que mon voyage en 2011 dans les Balkans me fait comprendre ce voyage-là, que le monde est vraiment complexe, c'est pas noir, blanc, qu'il y a une vraie... en fait, il y a autant de vérité que de gens qu'on rencontre, de familles, de contextes, de prismes par les pays. Et donc, donc, je continue à voyager comme ça. Je me retrouve en 2015, je fais un voyage entre... Yerevan, je retourne en Géorgie, qui a été un point vraiment de reconstruction dans mon premier voyage, à un endroit particulier où je voulais aller. Je passe au Karabakh, je traverse l'Iran, je prends un bateau. Donc Arménie, au Karabakh, bon, Arménie. Oui. Maintenant, c'est plus compliqué. Voilà. Iran. Iran. Après, donc, je prends un bateau entre Bandar Abbas et Sharjah, donc j'arrive aux Émirats, et je pars à Oman jusqu'à la frontière avec le Yémen. Donc, tu pars à Oman. Oman, d'accord. Et en fait, ma première nuit sur ce voyage-là, ma première nuit à Téhéran, en fait, c'est les attentats du Bataclan. Et pour moi, il y a eu un après... Paris a changé. J'ai jamais retrouvé Paris que j'ai quitté, en fait, lorsque je suis partie en Arménie. Et c'est vrai que, comme moi, tout était coupé, j'avais pas les images, j'ai pas eu... les informations, en fait, c'est les Iraniens qui sont venus me voir dans la rue, qui venaient s'excuser de ce qui s'était passé. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'ai appris ce qui se passait à Paris. Et donc, j'ai pas... quand je suis rentrée à Paris, pour moi, Paris avait changé, en fait. L'énergie, Paris, il y a quelque chose qui est mort ce jour-là, en fait. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce voyage-là. Et donc, je rentre en fait en France, on est en janvier 2016. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris un billet d'avion quand je suis partie en Arménie, donc en octobre 2015. C'était le même prix si je prenais mon retour. Donc, j'avais un retour de Yerevan à Paris que j'avais pris en fait pour fin mars 2016. Et j'ai besoin de gagner quand même un peu d'argent. Donc, voilà, je refais des heures, je travaille. Et puis là, je vois ce retour qui approche. Et je trouve un billet pas très cher pour repartir à Téhéran. Donc, je repars à Téhéran. Donc, on est en début mars 2016. Et pour une fois dans ma vie, j'ai un billet de retour que je ne prendrai jamais. Et donc là, en fait, je me laisse guider. Je vis dans des familles. Je revois en fait des familles que j'avais rencontrées donc, en 2015. Et je pars au Kurdistan iranien, dans les montagnes, qui est un endroit extraordinaire. Et puis de là, je décide de passer la frontière. Et en fait, je passe au Kurdistan irakien. Et c'est vraiment ce voyage-là qui va être le voyage fondateur de mon engagement. Et après, la Syrie va être vraiment le pays de ma révélation. Donc là, je me retrouve dans un taxi collectif
entre Souleymanie et Erbil, avec un chrétien syrien qui me raconte son histoire d'amour, qui me dit que voilà, il a pensé à devenir réfugié pour pouvoir se marier, trouver une situation. Ses amis lui disent non, ne pars pas, tu ne trouveras pas de travail, tu seras bloqué dans des camps. Et comme en fait l'Irak est un pays qui est beaucoup plus, on va dire, le niveau d'études, les Syriens avaient en fait, là, il faut se remettre dans le contexte, on est en 2016, et donc les Syriens ont un niveau d'éducation plus élevé, et donc lui a pu trouver un travail à Souleymanie dans une concession parce qu'il était syrien et qu'il avait des diplômes. Donc, il a trouvé ce travail-là. Et là, il me dit, le mois prochain, je vais me marier à Damas. Donc, il me raconte toute son histoire d'amour. Et je me souviendrai toute ma vie de ce trajet en voiture parce que je passe la frontière tard. On me garde un peu longtemps sur la frontière entre l'Iran et le Kurdistan irakien parce qu'à ce moment-là, en 2016, il y a évidemment aussi l'État islamique, en Irak et sur la Syrie. Et donc, dans ce taxi collectif, il est tard, il y a un orage énorme sur la route, le chauffeur roule comme un fou. Il me raconte cette histoire-là. Je me dis, bon, j'espère qu'on ne va pas se mettre dans le fossé. Je n'ai pas l'intention que ce soit la fin de ma vie ici, sur cette route. Et en fait, là, dans la voiture, je lui dis, après, je vais aller à Damas. Là, il me dit, non, c'est pas possible, c'est trop dangereux, c'est la guerre. Là, je lui dis, si toi, tu peux te marier à Damas, on n'est pas si différents, ça veut dire que je peux aller vivre à Damas. Et ça s'est passé comme ça. En fait, ça a été... c'est comme ça qu'a été la prochaine destination en fait, de ce voyage. Et là, quand je suis arrivée à Erbil, donc j'ai vécu dans différentes camps de déplacés, donc aussi bien chrétiens, mais aussi Shabak, turkmène. J'ai été passer le Nouvel An avec les Yézidis à Lalish. Ça a été un moment juste extraordinaire. Voilà, j'ai rencontré différentes factions kurdes, cette curiosité pour tout, toujours pour l'autre, pour l'humain. Et puis, de là, je me suis dit, comment je fais pour rentrer en Syrie? Parce que tout le monde me dit que c'est impossible, de toute façon. Alors, juste pour se rendre compte, donc on est en pleine guerre, l'État islamique est dans la majorité des régions de Syrie à ce moment-là? Oui, enfin, il y a plusieurs factions et du coup, le pays, en plus, c'est très compliqué. Parce que c'est pas comme quand je rentre au Kurdistan irakien. En fait, je sais où est la ligne de front, je sais où est la démarcation. Et là, lorsque je vais arriver en Syrie, on est en pleine guerre civile, c'est plus compliqué. Il y a différents groupes, donc c'est beaucoup plus volatile en fait comme situation et ça je m'en rends compte en arrivant à Damas. Et donc Damas, c'est le choc? Donc Damas, ça a été... donc en fait je pars d'Erbil, j'arrive au Liban. Là je dis rien à personne parce que je sens que ça va être un peu la crise. Déjà, ça a été compliqué quand j'ai dit à ma maman que j'étais au Kurdistan irakien. Et donc, je lui dis, en fait, oui, je suis dans des camps de déplacés au Liban. Donc, je dis pas voilà, que je rentre en Syrie. Je rentre en Syrie. J'ai pas vraiment de contact. Donc, je me retrouve ma première nuit, c'est dans une espèce d'hôtel avec... et je me souviendrai, je sais pas, parce que je fais... Là, pour le coup, ma première nuit, je fais plein de rêves. Encore des rêves. Mais puis là, moins sympa que celui où je me réveille dans un chamallow qui m'indique Sarajevo. Et donc le matin, j'ouvre mon rideau et là, en fait, je suis en hauteur dans cet hôtel et donc j'ai vu sur la Routa. Et je vois les champignons au fond et là, je comprends que c'est une autre... voilà, c'est différent de tout ce que j'ai pu vivre avant dans différents pays et différentes zones, on va dire, chaotiques de notre monde. Et, mais pour autant, je continue. En fait, je vais, quand je me réveille le matin, en fait, je décide d'aller au Musée national de Damas. Déjà parce que c'est écrit en français, que je suis très... Ancien protectorat français, la Syrie? Exactement, et il faut savoir que c'est évidemment les Français qui ont créé le département des Antiquités en Syrie. Et là, j'arrive là-bas et je demande à rencontrer le directeur général, qui est un grand francophone qui s'appelle Mamoun Abdelkarim.
Donc je le rencontre et puis voilà, je lui explique que j'arrive d'Iran, qu'il me regarde et pour lui c'est complètement incroyable. Une famille d'origine arménienne assimilée kurde, je connais l'Arménie, je connais les Kurdes. Donc tout de suite, j'ai fait mes études en archéologie au Louvre à la Sorbonne. Donc voilà, il y a un lien qui se crée. Entre nous. Et donc là, il me parle évidemment de tout ce qui se passe, des relations franco-syriennes qui sont évidemment au point mort, où il y a une vraie demande d'aide en fait à ce moment-là aussi de ces archéologues qui ont toujours eu des liens très forts en fait avec le milieu de la recherche française. Et puis je lui dis que j'aimerais aller à Palmyre, mais que je ne suis pas journaliste et surtout je veux vivre à Palmyre comme les archéologues, c'est-à-dire que je veux pas que mon traitement, en tout cas, soit différent, que c'est pas parce que je suis étrangère que je veux un traitement particulier. Donc il est assez étonné par ma demande et il fait les autorisations mais à l'époque en fait Palmyre vient d'être donc libérée par les Russes et les Syriens de l'État islamique. Il y a une base militaire russe. Et il me faut évidemment des autorisations au niveau de l'armée syrienne. Et donc là, je me retrouve à aller. Donc il me dit, il me donne mon autorisation, puis il me dit, voilà, faut aller leur demander une autorisation. Et là, je me retrouve. J'avais rencontré une femme que j'aime beaucoup, qui était très engagée en fait pour l'autonomisation des femmes sunnites en fait à Damas, donc par l'artisanat. Vraiment une femme qui a un caractère, une vraie battante. Et elle qui est en fait suisse et syrienne et qui aurait pu choisir la facilité et qui aura passé une grande partie en fait du conflit donc à Damas pour accompagner ces femmes sur ce combat-là. Et comme on discute, elle me dit écoute, si tu veux, moi je parle pas arabe, donc elle me dit si tu veux, je t'accompagne. Et donc nous voilà partis toutes les deux dans la maison des fous. C'est bureau machin, truc. Oui. On passe de bureau en bureau, puis deux femmes, et puis voilà, moi une petite brindille, elle plutôt une femme plus charpentée. Donc tout le monde nous regarde un peu comme deux ovnis là-dedans, puis on finit en fait dans le bureau de quelqu'un qui avait un pouvoir décisionnaire. Et puis au début, elle lui explique ce que je veux. Elle me dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que la Française elle aille se promener à Palmyre pour dire que tout est détruit. Et là je me dis oups, alors il faut que je sois rapide. Tu as mal exprimé le projet. Pour reformuler le projet. J'ai une chance et c'est maintenant, je sais qu'il n'y en aura pas deux. Et donc là, je suis très honnête. Je dis que j'ai voyagé dans plein de pays dans le monde. Je dis que j'ai été en Israël. C'est pas le meilleur argument, si. Non, mais en fait, j'ai appris que l'honnêteté ouvrait toutes les portes. Donc, je commence par là. Et puis, je dis tous les pays dans lesquels j'ai été. Et puis, je dis, maintenant, c'est simple. Si, en gros, vous ne me donnez pas cette autorisation, moi, je reprends mon sac et je quitte votre pays. Et donc, j'ai pas eu l'autorisation tout de suite. Il a répondu en disant... Là, le regard a changé parce que quand il a eu la première réponse, il ne m'a pas regardé. C'est comme si... Et après, il dit la brindille, on lui souffle dessus. Elle tombe et elle veut faire tout ça. Et je pense qu'il y a eu une enquête un peu. Puis au bout de quelques jours, j'ai fini par avoir cette autorisation. Donc, qui m'a permis de pouvoir participer à l'évacuation du musée de Palmyre, en fait. Donc, c'est avant la... Parce qu'en fait, la Russie et les Syriens libèrent Palmyre. Donc on est en 2016, donc je crois que c'est mars 2016. Mais l'État islamique arrive quand même derrière. Non, en fait, l'État islamique était à Palmyre. D'accord. Donc c'est là où, juste avant, en 2015, c'est là où il y a l'explosion, en août 2015, il y a l'explosion du temple de Balchamin. Il décapite Khaled el-Assad, qui est le Monsieur Palmyre, le Ils font une mise en scène là-bas. avec les pyjamas orange, etc., un peu morbide. Voilà, exactement. Et donc, en fait, le Palmyre est libéré donc, par les Russes et les Syriens en mars 2016. Il y a deux concerts, un Russe et un Syrien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la presse, on en a
On a un peu parlé à l'époque. Et donc, moi, en fait, après, quelques semaines après, dans cette période-là, il y a toujours des combats autour. La route parce que on fait la route de Homs à Palmyre et pas sécurisée. Donc il y a des moments où, bah voilà, je me souviens un jour on a vu une voiture en panne. Bon bah on était dans notre petite fourgonnette qu'on appelle un service là-bas en Syrie avec les archéologues. Bon bah le chauffeur il a accéléré, on s'est pas arrêté. Voilà, c'était quand même une ambiance particulière, mais en fait quand je suis arrivée là-bas, je suis arrivée dans un musée donc, qui a été donc déjà détruit par l'État islamique, toutes les statues, tout ça, parce que le musée a servi de centre administratif en fait à l'État islamique, et ensuite qui a été bombardé par les Russes, les Syriens, ça après je sais pas, mais en tout cas qui a été bombardé, donc qui était complètement éventré, donc l'État islamique a miné en fait toute la ville de Tedmor et le site archéologique. Donc en fait, il y a les Russes à cette époque-là qui déminent. Et quand j'arrive, j'entends le musée tremble, les murs aussi, puis il y a un souffle chaud, enfin on va tout souffle dans ce bâtiment. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Au début, les Syriens qui me voient arriver, les archéologues, ils se disent pourquoi elle est là avec nous? Donc je me souviens la première fois, je dis mais vous avez entendu le bruit? Oh, non, toi t'as entendu quelque chose? Non, non. Je me suis dit, bon. En fait, bon, après, je comprendrais que c'était en fait les Russes qui étaient en train de déminer le site archéologique. Et évidemment, bon, bah, comme je passe du temps avec eux, que je participe à la documentation, tout ça, bah, on crée des liens. Et là, je me suis vraiment rendu compte, et je l'ai vécu dans ma chair à ce moment-là, c'est-à-dire que le pouvoir en fait fédérateur du patrimoine. C'est-à-dire que toutes les communautés du pays là, travaillaient ensemble pour préserver ce qui restait au sein du musée. Et notamment, quand on a participé à l'évacuation de la statue à la Tatena, donc, qui avait été détruite par Daesh. Et donc ça a été un moment vraiment très fort. Et puis ensuite, donc j'ai continué. En fait, j'ai passé 2 mois et demi en Syrie, donc évidemment, j'ai des histoires. On pourrait y être jusqu'à demain. Et puis C'est quoi la plus marquante? Il y en a beaucoup, mais j'ai notamment voyagé avec une femme aveugle en 2016, une ismaélienne, parce que je m'intéresse à tout. Une femme. Oui, mais de quelle origine? Ismaélienne. Ismaélienne, d'accord. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup quand je voyage, donc, c'est de m'intéresser au patrimoine, mais le patrimoine, c'est aussi le patrimoine immatériel, pas seulement culturel, et aussi le patrimoine naturel. Enfin, tout est lié, en fait. On peut pas, on aborde souvent les choses en silo, et je pense que de prendre un peu de hauteur, de temps en temps, on voit que tout se répond en fait. Et donc j'ai voyagé avec cette jeune femme parce que je voulais comprendre en fait voilà, la communauté ismaélienne, et j'avais rencontré un vétérinaire ismaélien à Damas, et donc il me met en lien avec cette jeune femme, mais sans me dire qu'elle est aveugle, parce que c'est vrai que s'il m'avait dit ça, ben, de moi-même j'aurais pas voulu la déranger dans son quotidien, enfin j'aurais peut-être pas osé. Et je me souviens, j'arrive à Tartous, elle arrive avec une cousine, et donc je comprends qu'elle est aveugle. Et là, j'ai vécu en fait dans sa famille avec elle, et on est parti au château de Missiap, toutes les deux. Et pour moi, ça a été un moment extraordinaire parce qu'elle me guidait. Voilà, on descendait dans la rue, elle me disait, bah là, on va à droite, à gauche. On est parti dans les transports en commun. Elle me dit, on va attendre tel bus, là, on va changer dans tel autre bus. Donc, en fait, on arrive à Massiaf, et c'est un château voilà, imposant. Et donc, je la guide, et je lui dis, bah, faut mettre ton pied là, voilà, pour qu'on visite ce château ensemble. Et ça a été un moment très, très fort de mon voyage là-bas. Et c'est quelqu'un que je vois à chaque fois que je passe en Syrie. J'ai gardé des liens avec elle. C'est marrant parce que tu parles de la Syrie comme si c'était à Nice. Quand je passe en Syrie, je passe la voir.
Parce que j'y étais encore l'année dernière où j'ai emmené ma maman aussi là-bas. Parce que Les guerres ne t'arrêtent pas. Non. Voilà, c'est ça. Chaque nouveau conflit, c'est quoi, c'est un aimant? C'est Non, le c'est danger, la curiosité? alors pas du tout le danger parce que je suis pas du tout la ligne de front m'intéresse pas, une bombe qui tombe ça m'intéresse pas, le sang ne m'intéresse pas. Euh, Mais ça ne déjà t'arrête pas. Cela ne t'arrête pas en tout cas. non mais l'Orient après j'ai ce lien qui s'est fait en fait pour moi la Syrie c'est vraiment le pays où bah, c'est la naissance de mon combat. Le berceau des civilisations aussi, une des terres de la civilisation. Oui aussi et puis donc et puis je suis passée aussi à Jérusalem. Ma première nuit au Moyen-Orient, en fait, elle était à Jérusalem. Ouais. Donc, Quel est ton plus beau souvenir là-bas? C'est cette première nuit peut-être? en Orient, Je sais pas, j'ai pas la réponse. il y en a tellement. Il y en a dans tous les pays. Il y en a aussi bien à Jérusalem, à Bethléem, à Saint-Jean d'Acre, à Madone dans la tombe d'Esther. Est-ce que dans ces moments-là, quelque part, ton lien avec ton éducation, sans être impudique, mais la spiritualité t'aide dans tes voyages? Ah bah c'est clairement c'est le sacré. En fait, il y a quelque chose de il y a quelque chose qu'on a perdu chez nous. Et Mais qui est resté là-bas, tu l'as senti? oui, qui est encore là-bas où il y a en fait, c'est même l'humanité. Ça paraît bizarre de dire ça, mais il y a toujours dans le chaos, déjà, il y a toujours un chemin, il y a toujours la lumière. Et et je trouve que c'est des peuples qui ont tellement à nous apprendre euh, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils surmontent. Euh, et, euh, et donc, oui, il y a quelque chose pour moi où je suis très liée à cet Orient compliqué, mais global en général. De, voilà. Donc après la Syrie, Donc après, ah oui, parce que donc après la Syrie, donc il y a eu cette on va jamais terminer. c'est des formats longs. Et, C'est qu'on prend le temps justement. et donc en fait donc l'engagement, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à cet engagement. Ce qui se passe, c'est que je passe à côté d'un attentat. Justement, quand je vais vivre dans la famille, dans les montagnes de cette famille, de cette amie ismaélienne, il me dépose à la gare de bus de Tartous et je pense que ce qui me sauve la vie, c'est que directement, je passe du taxi où je suis avec eux dans ce qu'on appelle donc les services qui sont des minibus. Donc je pars de la gare de bus de Tartous et je veux m'arrêter à Safita. Donc là, je suis toute seule. Voilà, je suis toute seule. On est dans on est dans le nord de la Syrie? On est sur la côte ouest en fait, ouest. donc on est à Tartous et c'est le seul attentat qui aura lieu en fait sur la côte ouest dans ce moment-là, donc dans la gare de bus. Donc moi je quitte la gare de bus, j'arrive à Safita, je découvre Safita, je suis toute seule avec mon appareil photo, je fais des photos et là en fait je rencontre une femme qui me parle en français et qui me dit mais vous êtes étrangère, comment vous pouvez être là toute seule? Alors et elle me dit vous arrivez d'où? Et je lui dis bah, j'arrive de Tartous. Et là elle me dit mais vous êtes arrivée comment? Et je lui dis bah, par les services. Et elle devient assez blanche et elle me dit mais il y a un attentat qui vient d'avoir lieu, il y a 150 morts dans la gare de bus de Tartous. Au début en fait mon cerveau prend l'info mais la traite pas tout de suite peut-être. Et je me retrouverai à faire une grosse crise de parano dans une autre gare de bus après à Homs. Où là, je me dis, bon, le bus va exploser, je peux pas monter, je monte, je descends. Enfin, donc là, c'était un peu compliqué. Et puis, j'avais rencontré une autre femme assez extraordinaire, aussi plein de rencontres tout le temps hein, dans mes voyages, qui me mettent sur le chemin, en fait, qui, elle, a une histoire assez terrible. C'est-à-dire que c'est une jeune femme d'origine tunisienne qui a rencontré son mari en Libye. Elle est musulmane, elle se convertit, elle devient chrétienne. Donc elle part vivre en Syrie avant la guerre, elle a un petit garçon et je la rencontre dans la rue à Homs et elle me demande si je veux venir vivre chez elle. Alors, au début je suis un peu méfiante et puis en fait je la regarde et je me dis je sens que je peux aller vivre chez elle et donc je vis quelques jours avec eux. Je me souviendrai, son fils s'appelle Jobran et on entend les bombardements, voilà, tout tremble. Et je le regarde un peu en ayant l'air de dire bon. Et lui, il rigole, en fait, c'est son quotidien. Et il me regarde en l'air de dire bon, en fait,
voilà. Moi, c'est ma vie. Donc l'électricité, où c'est compliqué, où évidemment il y a des coupures d'électricité, donc de temps en temps en pleine nuit, l'électricité revient, donc les néons qui sont là se rallument. Donc c'est quand même, voilà, on est dans ce... Je suis vraiment dans le quotidien. Je suis pas... moi, je suis pas dans les hôtels, je suis pas envoyée... enfin, je n'ai pas tout le confort des grosses ONG. Et c'est aussi moi ce qui m'intéresse, c'est cette femme-là est touchée en fait par la sclérose en plaques. Et elle me dit, bah, je vais t'emmener, je voudrais que tu rencontres mon médecin parce qu'il a fait ses études en France. Et donc là, j'arrive dans une famille de médecins syriens qui ont fait leurs études à Lyon, qui parlent parfaitement français. Ils ont 3 filles. Et leur dernière de leurs filles, quand je quitte en fait leur maison, elle me dit, bah, moi j'ai 6 ans et j'ai connu que la guerre. Elle se met à pleurer, elle m'offre un porte-clés que j'ai toujours voilà, avec un cœur dessus. Et c'est ce jour-là, je me suis faite la promesse qu'elle pourrait communiquer avec d'autres enfants dans le monde. Donc mon engagement, il naît à Homs, suite à cette évacuation du musée de Palmyre, suite à toutes ces rencontres en fait, qui me mettront sur ce chemin-là. Et après ça, c'est devenu mon combat, avec une vraie détermination, un combat compliqué, surtout quand on veut faire bouger les choses avec nos politiques en France. Donc là, ça fait presque 10 ans maintenant. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, je rentre de ce voyage, je crée l'association Héritage et Civilisation. Donc là, en fait, on est en 2017. Au début, donc c'est l'association qui a pour but de préserver, de transmettre et de sensibiliser sur tous les types de patrimoine naturel, culturel, immatériel et mémoriel. Et donc cette idée, c'est avec les enfants, c'est de faire des ambassadeurs en fait de leur patrimoine au service d'un dialogue de la paix, pour la paix en fait. Donc ça c'est l'idée. Et au début, je rencontre différents politiques, voilà, je l'explique un peu cette plateforme qu'on pourrait mettre en place pour que les jeunes collaborent ensemble avec leurs enseignants sur des parcours, tout ça. Bon, autant dire que je suis pas trop beau, j'ai pas vraiment d'écoute et que je suis un peu vue. On se dit bon, sympa avec ses idées. Donc, mais c'est pas grave. je sais que Persévère. on va trouver le chemin pour atteindre l'objectif. Et est-ce que dans tout ça, dans cette volonté d'entreprendre socialement, tu vois quelque part des personnes qui tendent la main? Est-ce que tu arrives à commencer à créer des ponts? Alors, je vois beaucoup de gens qui écoutent, qui donnent un autre contact, mais en fait, qui sont pas vraiment, voilà, qui sont pas engagés, enfin, c'est pas leur sujet, quoi, clairement. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, on me fait comprendre que les 6 mois que j'ai vécu en Syrie et en Irak, parce qu'évidemment, voilà, donc, on pourrait rester longtemps sur toute cette zone, parce que j'ai évidemment plein d'histoires là-bas. Et donc là, en fait, ce qui se passe, moi j'ai voyagé comme j'ai voyagé dans d'autres pays dans le monde. C'était pas un exploit, en fait, de vivre avec les gens. Les gens vivent, en fait. Enfin, c'est ça qu'on s'imagine pas, que souvent, parce qu'on passe notre temps à voir avec les médias des images de conflits, de guerres, de zones qui brûlent, mais la vie, elle continue. Et dans cette anormalité de la guerre, il y a une normalité, en fait, du quotidien. Il y a une résilience aussi, peut-être? Oui, exactement. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je me dis, je vais me servir de mon travail de photo. Et en fait, j'avais beaucoup travaillé sur la documentation. J'ai fait un des premiers relevés photogrammétriques du site archéologique de Nimroud en Irak, tout ça. Et je me dis, je vais monter une expo. Je vais me servir de ce parcours, de sensibiliser sur cette destruction du patrimoine. Pourquoi on s'attaque au patrimoine? Pourquoi dans toutes les guerres depuis l'histoire de l'humanité, on veut effacer l'histoire de l'autre? Et en passant par là, je vais me servir de cette exposition pour avoir une tribune et à chaque fois expliquer le projet que je voulais mettre en place. Il y a des photos expos, etc. C'est ça. Donc en fait, je monte une exposition qui s'appelle Al-Assar, seul après Daesh, qui est au début montée dans des festivals de films politiques, à Carcassonne, à Porto Vecchio, qui est montée à Sciences Po, qui part au musée archéologique d'Angoulême, de Metz. Et en fait, ensuite, cette exposition est présentée aux Nations Unies, à Genève, pour le 39e Conseil des droits de l'homme. Et là, donc, c'est même le directeur général des Nations Unies, Michael Moller, à l'époque, qui prend la parole en fait, sur cette exposition.
Et donc, là, il commence à y avoir une petite écoute de nos chers politiques français, évidemment. Et ça, c'est vrai que c'est un milieu que moi, je connais pas du tout, donc que je vais apprendre pareil, sur le chemin, à faire avec évidemment aujourd'hui énormément de déceptions de ce milieu-là, mais pas que. Il y a aussi des belles rencontres et puis des gens qui nous accompagnent aujourd'hui. Je pense notamment à la mairie de Levallois-Perret, par exemple. C'est super. Voilà, qui nous accompagnent sur ce projet et qui ont compris, voilà, qui sont sur le temps long, sur la vision. Et c'est quand même ce qui manque beaucoup, je trouve, aujourd'hui à nos politiques. Et donc au début, en fait, le projet évidemment est mis par des politiques pour qu'il soit ville créative, UNESCO, tout ça. Donc on commence, moi, bon, je suis contente, je me dis, ce projet sert tout le monde de toute façon. Et donc on commence à le déployer, puis on tombe dans les jeux politiques, les élections municipales, tout ça, les guerres d'ego. Donc les freins aussi. Et ça, c'est vrai que j'avais pas du tout. C'est quelque chose qui m'a. Où j'étais profondément déçue de ce milieu-là. Mais j'ai rien lâché. Donc, ce qui fait qu'en 2019, on a pu lancer le programme Odyssée. Donc, j'ai développé en fait la première plateforme. L'idée de ce projet, en fait, donc, c'est de faire que les jeunes donc, se réapproprient leur histoire, leur patrimoine de proximité, et échangent avec d'autres jeunes en France et dans le monde. Et de travailler en fait sur ces enjeux de dialogue pour la paix, surtout, et de cohésion aussi. Et donc, comment ça se passe concrètement? On va dire, c'est un enseignant, il va créer son profil sur une plateforme, il va s'inscrire à un parcours. Donc, et là, dans la création de ce projet, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi je peux aller partout dans le monde en fait? Qu'est-ce qui fait que je peux parler à tout le monde, que ça va passer de toute façon? Et donc, j'ai réfléchi déjà, je me dis, la relation, en fait, c'est le temps long qui construit les choses. Et ça, c'est peut-être le problème vraiment de nos sociétés aujourd'hui, c'est que tout le monde veut tout tout de suite. En fait, non, ça marche pas comme ça. C'est le chemin. Le chemin, ça prend du temps. C'est ce que tu as retenu de tes voyages, en tout Oui. cas. Et la difficulté aussi porte plus loin. Je pense que quand tout est trop simple, en fait, on va pas forcément bien loin. Donc, pour moi, c'était important que cette odyssée, ce soit un parcours qui s'inscrive sur l'année scolaire, avec des séquences. L'idée, c'était évidemment de ne pas surcharger l'enseignant, de rentrer dans l'acquisition des compétences en lien donc, avec l'éducation nationale, et surtout de faire que tout le monde soit acteur de cette aventure. Donc aussi bien les enseignants, en passant par la création artistique et culturelle, que les élèves en créant en fait avec leur classe, individuellement et collectivement. Et donc, par exemple, donc sur un des parcours, on va avoir des séquences qui sont l'autoportrait, les traditions culinaires, l'art oratoire et la mémoire. Et à chaque séquence, les élèves donc de toutes les classes qui participent à cette odyssée-là vont réaliser leurs travaux. Ils ont à peu près 2 mois à chaque fois. Et il y a l'organisation de visioconférences entre les classes. Et donc, actuellement, tu es dans combien d'établissements? Est-ce que tu as réussi à quantifier combien d'établissements scolaires ou d'associations ou, Alors, depuis 2019, c'est plus de 8000 jeunes dans 27 pays qui ont participé à ce projet. via l'association? Via l'association sur l'année scolaire. Et ce sont que des élèves francophones. La plateforme est en français. Et là, le dernier gros projet qu'on a mené donc, l'année dernière, c'était autour du cinéma, en lien avec la semaine du cinéma positif, donc, qui a été valorisée au Festival de Cannes. On a fait un projet avec 8 postes diplomatiques. Et là, on a travaillé avec des établissements labellisés France Éducation. Donc vraiment avec pas avec des enfants d'ambassadeurs, même si c'est important aussi, on travaille aussi avec les lycées français, mais là, l'idée, c'est de créer aussi, évidemment, de ne pas rester que dans une zone de confort, on va dire. Toujours sortir de ta zone de confort. Et toujours faire des ponts, en fait, entre les mondes et de pouvoir mettre différents types d'établissements en lien. Donc là, c'était un projet en lien avec des établissements en Turquie, au Liban, en Égypte, en Tunisie, en Albanie, en Italie, en Grèce et en Espagne. Donc actuellement, c'est du plein temps pour toi? Oui. Donc comment ça se passe? Parce qu'il faut aussi vivre.
Alors ça, Je suppose que tu vis plus chez ta tante. c'est un grand... alors ça, c'est le grand combat. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'abnégation. D'accord. Euh, et puis, oui, je vis ça un peu comme... Je sais que je pense qu'on n'est pas là par hasard. Je pense que ça, en tout cas, ça fait partie de moi, de ma mission. Combat de ta vie. Mais est-ce que tu t'oublies pas un petit peu et est-ce que quelque part dans tous ces combats au service du patrimoine et de l'éducation, euh, Lara Scarlett Gervais, est-ce qu'elle pense à elle? Ben, peut-être pas. Ah, c'est. Mais après, il s'est passé, il y a tellement d'histoires extraordinaires autour de ce projet que, en même temps, c'est beaucoup. Je donne beaucoup, mais je reçois énormément aussi. Donc après, c'est sûr que les enseignants, il y a une vraie demande en fait sur ce projet-là. C'est pour ça que je lâche pas, parce qu'aujourd'hui, je pourrais faire évidemment plein d'autres choses dans ma vie. J'ai plein de cordes à mon arc, comme on dit. Euh, mais je sais que ce projet déjà est nécessaire. Et puis plus on avance, enfin, ouais, parce que là c'était en 2016, mais puis quand je vois ce qui se passe dans le monde et tout, je me dis, si on ne met pas les moyens et qu'on ne met pas d'argent sur l'éducation, mais quel est le monde que l'on va construire pour les enfants de demain? Est-ce que tu arrives quelque part, par ton influence, à convaincre des décideurs, au-delà de Levallois, tu me l'as cité, il y a eu quand même ce petit coup de pouce des Nations Unies, ou du moins peut-être de l'UNESCO euh, lors d'assemblées ou lors de congrès, où tu as peut-être l'oreille de décideurs. Est-ce que tu as des belles réussites ou des avancées politiques à ce jour significatives, ou c'est encore un combat à mener? Je pense que, alors, pour l'UNESCO, l'association fait partie des membres des associations pour l'UNESCO. Alors, il faut savoir que l'UNESCO ne nous aide pas enfin, n'aide pas en financement, hein, très peu en général sur ces sujets-là. Donc, moi, je suis beaucoup intervenue à l'UNESCO dans différents cadres, en lien avec la Commission nationale française, sur ces sujets-là. On voit que, d'ailleurs, l'année dernière, au mois de novembre, je suis intervenue et dans les tables rondes, il manque des milliards en fait sur l'éducation dans le monde. Enfin, c'est quand même étonnant, mais c'est la réalité aujourd'hui. Je pense que malheureusement, les jeunes ne votent pas. Donc bon, c'est pas la priorité de nos politiques non plus. Donc il y a je pense que c'est... Et puis ça s'inscrit en fait, pour moi, il faut avoir le temps long. Et Bien le sûr. problème aujourd'hui de nos politiques, c'est d'actualité, je crois, il n'y a plus de temps long. C'est les élections de demain, c'est celles d'après-demain. Évidemment. Et donc la vision, il n'y a pas de vision. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est le cap, on ne sait pas qui est le chef. Et durant ce temps-là, tu voyages plus? Ou tu Alors, voyages toujours autant? je voyage toujours parce que ça, c'est vital. Je voyage moins, évidemment, parce que le développement de la plateforme, ça me prend énormément de temps, la coordination des projets. Mais j'ai quand même toujours continué à voyager. J'ai quasiment été en Syrie tous les ans après 2016. Donc c'est vraiment un pays pour moi qui est important. J'étais sur la mission franco-palestinienne d'archéologie à Hébron, donc il y a maintenant 2 ans et demi. Donc j'ai continué d'avoir différentes actions. L'année dernière, j'ai voulu emmener ma maman en Syrie. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et aussi, voilà, par rapport aussi à un hommage à une amie qui, qui est décédée il y a 2 ans, qui m'a énormément aidée dans l'association. Et donc voilà, je voulais. Tout est prévu ici. Et en fait, voilà, donc qui s'appelle Marine. Et donc je lui avais promis qu'on irait en Syrie ensemble. Voilà, je voulais qu'elle sente en fait d'où venait cet engagement sur ce projet. Et donc j'ai décidé, quand elle est partie, d'emmener ma maman. Donc c'était un peu notre voyage à 3 quand même. Et là, ça a été un voyage extraordinaire aussi.
dans un contexte compliqué parce qu'on a, en fait, on a atterri à Beyrouth après le bombardement du consulat iranien par les Israéliens. Donc on arrive dans ce moment-là. Et donc on est parti vivre chez des amis, mais donc évidemment chez l'habitant. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans ce voyage. Et peut-être que c'est ça aussi qui m'a donné le... Voilà, je pense qu'il y a une flamme qui m'habite et qui vient pas de moi, en fait, qui vient aussi d'ailleurs et de tous les gens que je rencontre sur ce combat et qui me dépasse quand même beaucoup. Et en fait, on s'est retrouvés, on était à Alep, et là, je disais, donc quand je voyage, je partage pas grand-chose, hein, je partage pas grand-chose sur mes réseaux sociaux. Et là, je dis à ma maman, je dis, tu sais, j'aurais aimé qu'on aille à Homs voir cette famille pour laquelle je me suis engagée, mais je veux aussi, en fait, absolument, il y a un monastère où j'avais été, qui est le monastère de Dermar Moussa, où j'avais pas remis les pieds donc, depuis 2016. Et en fait, en 2016, je suis dans ce monastère, on est 4-5, qui est un monastère qui prône le dialogue interreligieux, où il y avait le Père Paolo, tout ça, qui est un endroit assez extraordinaire au port du désert syrien. Et puis là, j'avais fait un rêve, et mon rêve, c'est qu'il fallait que je rentre en France. En fait, c'était le moment d'entrer. Et depuis, je n'étais pas retournée. Et donc, je voulais absolument que ma maman découvre ce monastère. Donc, on arrive toutes les deux. Il y a 300 marches à monter. Ma maman a 75 ans. Et là, elle marche, tout ça. Mais elle me regarde. Elle dit, bon, merci Lara pour la bonne idée. Et donc, nous voilà partis au monastère de Dermar Moussa. Et quand on arrive... alors déjà, c'était donc, l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, on arrive, il y avait plein de gens, il y avait plein de jeunes. Donc, moi aussi, c'était une façon de voir, même dans le chaos, on avance et de voir cette vie aussi qui reprend comme elle peut. Et donc, et là, j'entends, mais Lara, c'est toi. Et en fait, c'était le père de Céline, de la petite fille, à laquelle j'ai fait cette promesse, qui ne savait pas que j'étais en Syrie parce que je n'avais rien dit, qui était là, non pas avec Céline, mais avec sa fille aînée, donc Eva. Et ça a été un moment extraordinaire parce que maman, a pu échanger avec cette famille. On a passé toute la soirée à parler. Et puis Eva me disait que elle avait perdu la foi, que justement elle avait demandé à son père, parce que je sais le coût que c'est en fait pour les gens de se déplacer en Syrie et tout. Et donc je lui dis, mais vous venez souvent ici? Ou elle me dit, ah bah non, c'est la 2e fois de ma vie que je viens ici. En fait, je voulais voir les étoiles. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon père qui m'emmène ici. Et quand on est arrivé, en plus, le temps était plutôt gris. Donc il n'y avait pas d'étoiles quand on a commencé à discuter. Et puis, on a énormément parlé. Et c'est vrai que moi, c'est une association qui est très lourde à porter, avec évidemment beaucoup d'ambition. Et que c'est dur de faire bouger les gens sur ces questions-là. Et donc, il y a des moments, c'est vrai que je me sens assez seule. Cette amie qui était décédée quelques mois avant, où je l'ai accompagnée aussi jusqu'au bout, ça a été une épreuve. Et donc, j'étais en pleine remise en question sur ce voyage. Je me suis dit, je voulais en même temps emmener ma maman pour qu'elle comprenne et peut-être lâcher un peu cette association. C'était ça la réalité de ce voyage. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais pas lâcher ce combat, que ce serait le combat de ma vie. Bravo. Et donc, c'est ce qui t'amène quelque part à te rapprocher du cercle de la Société des explorateurs? Alors exactement, après j'ai été cooptée par des explorateurs que j'ai rencontrés, qui m'ont dit, mais c'est pas normal que tu ne sois pas avec nous, avec tous les différents voyages que tu as fait. Je voyage beaucoup en stop chez l'habitant. Évidemment, il y a plein de voyages extraordinaires. Il y a 3 ans, je suis partie en Afghanistan, en faisant tout le nord du Pakistan en stop, en passant par la Chandour Pass. Avec les talibans au pouvoir, qui était au pouvoir depuis 1 an. L'année dernière, j'ai fait l'ascension du mont Ararat, enfin. Ah, le rêve de petite fille oui. enfin réalisé, qui n'est pas le rêve commun de toutes les petites filles. Hein. Donc, pas toutes les petites filles marquent je vais faire le mont Ararat.
dans ma vie. Donc ça, c'était un voyage extraordinaire l'année dernière. Après, j'ai tout fait en stop. J'étais dans la région du Hakkari, qui est à la frontière avec l'Iran et l'Irak. J'ai longé la frontière avec l'Arménie, où j'étais dans la capitale arménienne d'Ani, côté turc. Je suis passée en Géorgie. Il m'est arrivé plein d'histoires extraordinaires. Mémorables. Et puis, je me suis retrouvée à marcher seule le long de la frontière avec la Tchétchénie, à être hébergée par des bergers. Voilà, la magie du chemin quand on est lancé. Du chemin et des explorateurs. Donc, quelque part, un peu la dernière étape de rejoindre cette société d'explorateurs, c'est un peu que tu es une exploratrice, que tu arrives un peu à la conclusion du combat de ta vie et de mettre un nom sur ce que tu es en fait. Oui, ce que j'ai beaucoup de mal à faire d'ailleurs. C'est ça. En tout cas, c'est plus de 80 pays. On a un peu une tradition dans cette émission. C'est si tu devais parler à ton toi, Lara Scarlett, enfant qui arrive à la capitale, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'il ne faut jamais oublier ses rêves d'enfant et que tout est possible. C'est une belle note d'espérance. Merci Lara Scarlett de nous avoir un peu autorisé à rentrer dans les lignes de ton livre et de découvrir un peu comment tu étais devenue cette exploratrice. Merci beaucoup à vous et à toi, Mickaël, de m'avoir donné la parole et pour cette échange. C'était un honneur pour nous de te recevoir et à très bientôt sur Col Roulé. Merci. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Col Roulé. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour l'algorithme et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur Col Roulé.